Sors de la voiture, ou je te force. Hurla Lucien Dubois, sa voix tranchante comme une lame dans l'air immobile d'un après-midi d'été, dans un parking désert près du commissariat central de la ville. Face à lui, une femme à la peau sombre, Claire Beaumont, se tenait droite, impassible, vêtue d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, sans aucun signe distinctif de son rang. À côté d'elle, une voiture banalisée, discrète, presque invisible dans la lumière crue du soleil. Lucien, un policier d'une trentaine d'années, le visage crispé par une arrogance mal contenue, ne voyait en elle qu'une intruse, une personne qui, selon lui, n'avait rien à faire ici. « Je suis autorisé à être ici », répondit Claire, sa voix calme mais ferme, portant une autorité naturelle qui semblait défier l'agressivité de l'homme. Mais Lucien n'écoutait pas. Sa main droite reposait sur son holster, un geste menaçant, presque instinctif. « Ne discute pas. Recule, ou je te fais bouger moi-même. » grogna-t-il, ses mots chargés d'une colère à peine dissimulée. L'air autour d'eux semblait vibrer, saturé de tension. Claire leva une main, lentement, cherchant à apaiser la situation. « Vous ne voulez pas faire ça, » dit-elle, ses yeux sombres fixant ceux de Lucien avec une intensité qui aurait dû l'alerter. Mais il ne voyait rien d'autre que sa propre certitude. D'un mouvement brusque, il la poussa violemment contre la portière de la voiture. « Les gens comme toi n'ont rien à faire ici » lâcha-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Les mots, acides, s'enfoncèrent comme une lame dans l'esprit de Claire. « Les gens comme toi » La phrase résonnait, lourde de sous-entendus, plus douloureuse encore que la douleur physique qui commençait à se faire sentir dans son dos. Elle se redressa, époussetant sa chemise avec une dignité intacte. « Qu'as-tu dit » demanda-t-elle, sa voix basse, presque un murmure, mais d'une clarté qui força Lucien à croiser son regard. « J'ai dit que tu n'as rien à faire ici, » répéta-t-il, un rictus au coin des lèvres, croyant son autorité incontestable. « Pars, avant que j'appelle des renforts. » Mais alors, Claire fit un geste qui le figea sur place. Lentement, sans un mot, elle glissa une main dans la poche de sa veste. Lucien tressaillit, sa main se crispant sur son arme, prêt à réagir. Mais ce qu'elle en sortit n'était pas une menace. C'était un insigne. Un insigne doré, frappé d'émaux commissaire de police. Le visage de Lucien se vida de toute couleur. Ses yeux, écarquillés, fixaient l'objet comme s'il pouvait le faire disparaître par la seule force de sa volonté. Claire avança d'un pas, sa voix toujours calme, mais coupante comme du verre. « Permets-moi de t'expliquer quelque chose, officier. Je ne rends pas de comptes à toi. C'est toi qui rends des comptes à moi. » Le silence qui suivit était assourdissant. Lucien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La réalité de ce qu'il venait de faire s'abattit sur lui comme une chape de plomb. Il venait d'agresser sa supérieure, la chef du commissariat, une femme décorée, respectée, et dont la réputation dans la police était aussi solide que les murs de l'hôtel de ville. Mais ce n'était que le début. Non loin de là, à l'ombre d'un arbre bordant le parking, Sophie Martin, une jeune policière fraîchement diplômée, observait la scène, son téléphone discrètement levé, capturant chaque seconde de l'altercation. Sophie, avec ses cheveux blonds attachés en un chignon strict et son uniforme impeccablement repassé, n'était pas du genre à se faire remarquer. Mais ce qu'elle venait de voir l'avait secouée. Elle avait entendu parler de Lucien, de ses remarques acerbes, de son comportement borderline avec certains collègues et citoyens. Mais là, il avait dépassé les bornes. Sophie rangea son téléphone, le cœur battant, hésitant à intervenir. Elle savait que dévoiler cette vidéo pourrait changer la donne, mais elle craignait aussi les représailles. Dans un commissariat où les loyautés sont parfois plus fortes que les principes, prendre position n'était pas sans risque. Pourtant, quelque chose dans le regard de Claire, cette dignité face à l'humiliation, la poussait à agir. Elle s'éloigna discrètement, déterminée à trouver un moyen de faire entendre la vérité. Dans le bureau de Claire, quelques heures plus tard, l'atmosphère était lourde. Assise à son bureau, un meuble en bois sombre orné d'une simple lampe et d'un dossier soigneusement rangé, Claire fixait l'écran de son ordinateur. La vidéo de l'incident, qu'elle avait obtenue grâce à une caméra de surveillance du parking, tournait en boucle.
Chaque image était une preuve accablante. La posture agressive de Lucien, le mépris dans sa voix, la violence de son geste. Elle passa une main sur son front, sentant le poids de la journée peser sur ses épaules. Claire Beaumont n'était pas seulement une femme de pouvoir. Elle était une pionnière. Première femme noire à occuper le poste de commissaire dans cette ville, elle savait que chaque pas qu'elle faisait était scruté, jugé, contesté. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait l'adversité. Fille d'un enseignant et d'une infirmière, elle avait gravi les échelons à force de travail acharné, de nuits blanches à étudier le droit pénal, de journées à prouver sa valeur dans un monde qui ne lui faisait pas de cadeaux. Pourtant, cet incident avec Lucien était différent. Ce n'était pas seulement une insulte personnelle. C'était un défi à tout ce qu'elle représentait. L'idée qu'une femme comme elle pouvait non seulement occuper ce poste, mais aussi transformer un système gangréné par les vieilles habitudes. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Antoine Lefebvre, un policier vétéran et ami proche de Lucien, entra, son visage marqué par une gêne évidente. « Commissaire, commença-t-il, hésitant, je voulais juste parler de ce qui s'est passé. » Antoine, la quarantaine, les cheveux grisonnants et une barbe soigneusement taillée, était connu pour son calme et sa loyauté envers ses collègues. Mais cette fois, il semblait mal à l'aise, comme s'il marchait sur un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Lucien n'a pas réfléchi. Il ne savait pas qui vous étiez. Claire leva les yeux, son regard perçant. Et cela excuse-t-il son comportement? Demanda-t-elle, sa voix douce mais implacable. Antoine baissa les yeux, cherchant ses mots. Non, bien sûr que non. Mais il est sous pression. Les choses changent ici, et certains ont du mal à s'adapter. Claire se leva, croisant les bras. S'adapter à quoi, Antoine? À l'idée qu'une femme noire puisse être leur supérieure. Ou à l'idée que leurs actions ont des conséquences. Antoine ne répondit pas, mais son silence parlait pour lui. Il savait que Claire avait raison, mais il savait aussi que Lucien n'était pas seul. Dans les couloirs du commissariat, des murmures commençaient à circuler. Certains officiers, ceux de l'ancienne garde, voyaient en Claire une menace à leur confort, à leur pouvoir informel. Ils n'allaient pas se taire. Plus tard ce soir-là, dans la salle de repos du commissariat, Lucien faisait les 100 pas, ses bottes claquant contre le carrelage usé. L'odeur de café froid et de vieux dossiers flottait dans l'air. Autour de lui, quelques collègues, dont Marc Renaud, un officier proche de la retraite, l'écoutaient en silence. « Elle veut me détruire, marmonna Lucien, ses poings serrés. Elle va faire de moi un exemple, et vous savez pourquoi? Parce qu'elle peut. Parce qu'elle a le pouvoir. » Marc, un homme trapu au regard fatigué, haussa les épaules. « Tu l'as poussé, Lucien. En plein jour. Qu'est-ce que tu attendais? » Mais Lucien n'écoutait pas. Il était trop en colère, trop effrayé par l'idée de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Il avait toujours cru que son uniforme le protégeait, que son badge lui donnait une immunité tacite. Mais face à Claire, il commençait à comprendre que les règles avaient changé. « Elle ne me connaît pas, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Elle ne sait pas à qui elle s'attaque. » Pendant ce temps, Claire, seule dans son bureau, rédigeait un rapport officiel pour ouvrir une enquête interne. Chaque mot qu'elle tapait était mesuré, précis, mais chargé d'une détermination qui ne faiblissait pas. Elle savait que cette affaire ne concernait pas seulement Lucien. C'était un test pour le commissariat tout entier, pour le système qui avait trop longtemps fermé les yeux sur des comportements comme le sien. Un souvenir lui revint alors, celui d'une conversation avec son père, des années plus tôt, dans leur petite maison de banlieue. Claire, lui avait-il dit, le monde ne change pas parce qu'on le demande gentiment. Il change parce qu'on le force à regarder la vérité en face. Ces mots résonnaient encore en elle, comme un mantra. Elle ferma son ordinateur, se leva et regarda par la fenêtre. La ville s'étendait sous ses yeux, ses lumières scintillant dans la nuit. Quelque part là-dehors, des gens comptaient sur elle,
même s'ils ne le savaient pas encore. Et elle n'allait pas les décevoir. Mais au-delà du bureau, dans les couloirs sombres du commissariat, une tempête se préparait. Lucien avait commencé à rallier ses soutiens, murmurant des accusations de partialité, de vengeance. Sophie, de son côté, serrait son téléphone dans sa poche, la vidéo toujours là, intacte, comme une arme qu'elle n'était pas encore sûre de savoir manier. Antoine, déchiré entre son amitié pour Lucien et son sens du devoir, se demandait s'il devait parler ou se taire. Et dehors, dans les rues de la ville, un murmure commençait à se propager, un murmure qui parlait d'une femme qui osait défier l'ordre établi, d'une femme qui refusait de plier. Claire Beaumonde ne le savait pas encore, mais elle venait d'allumer une étincelle. Et cette étincelle, aussi fragile soit-elle, avait le pouvoir d'embraser tout un système. Dans la lumière pâle de son bureau, Claire Beaumont feuilletait un dossier épais, les rapports empilés comme des pierres tombales d'un passé que le commissariat refusait encore d'enterrer. Les murs, ornés de quelques plaques honorifiques et d'une carte jaunie de la ville, semblaient absorber la tension qui planait dans l'air. La confrontation avec Lucien Dubois dans le parking, il y a quelques jours, n'était pas qu'un incident isolé, c'était un défi lancé à son autorité, à sa légitimité, à tout ce qu'elle incarnait en tant que première femme noire à la tête du commissariat. Claire savait que la bataille ne faisait que commencer. Le téléphone sur son bureau vibra, affichant un message de son adjoint, Michel Garnier. Réunion avec le syndicat dans 1 heure. Ils veulent des réponses. Elle posa le dossier, se frotta les tempes et murmura pour elle-même qu'ils posaient leurs questions. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas seulement des questions qu'ils cherchaient. C'était une brèche, une faille dans laquelle ils pourraient s'engouffrer pour protéger l'un des leurs. Lucien, avec son arrogance et ses préjugés, n'était pas seul. Il était le porte-étendard d'une vieille garde, d'un système qui préférait fermer les yeux plutôt que d'affronter ses propres failles. Claire se leva, ajusta sa veste et se prépara pour la tempête qui l'attendait. Dans les couloirs du commissariat, l'atmosphère était électrique, saturée de murmures et de regards furtifs. Les officiers vaquaient à leurs tâches, mais leurs gestes étaient plus brusques, leurs conversations plus chuchotées. Lucien Dubois, lui, n'était pas discret. Dans la salle de repos, entouré d'un petit groupe de collègues, il parlait fort, son ton oscillant entre la colère et l'indignation feinte. « Elle veut me faire tomber », lança-t-il, son index pointé comme une arme. « Elle me cible parce que je ne corresponds pas à son idée du flic parfait. » Marc Renaud, l'officier proche de la retraite, croisa les bras, son regard fatigué mais attentif. « Tu l'as poussé, Lucien. En plein jour, devant une caméra. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer ?» Lucien ricana, un rire sec, sans joie. « Ce n'est pas une question de caméra. C'est une question de pouvoir. Elle veut montrer qui commande, et je suis son bouc émissaire. » À quelques pas de là, Antoine Lefebvre, l'ami de longue date de Lucien, restait silencieux, son visage fermé. Antoine, avec son calme habituel, essayait encore de comprendre comment les choses avaient dégénéré si vite. Il avait tenté de raisonner Lucien la veille, lui suggérant de présenter des excuses, de reconnaître son erreur. Ça pourrait calmer les choses, avait-il dit. Mais Lucien avait balayé l'idée d'un revers de main. M'excuser ? À elle ? Jamais. Elle veut ma peau, Antoine. Et je ne vais pas lui faciliter la tâche. Antoine n'insista pas, mais une part de lui savait que Lucien creusait sa propre tombe. Pendant ce temps, Sophie Martin, la jeune policière qui avait filmé l'incident, se tenait dans un coin discret du commissariat, près des casiers, son téléphone brûlant dans sa poche. La vidéo qu'elle avait enregistrée était une bombe à retardement. Chaque fois qu'elle repensait à la scène, le mépris dans la voix de Lucien, la dignité de Claire face à l'agression, elle sentait son estomac se nouer. Sophie n'était pas naïve. Elle savait que dévoiler cette vidéo la mettrait dans une position délicate. Dans un commissariat où les loyautés étaient souvent plus fortes que la justice, prendre position contre un collègue comme Lucien pouvait ruiner sa carrière avant même qu'elle ne commence. Pourtant, elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle avait vu trop de choses, entendu trop de remarques désinvoltes,
de blagues douteuses dans les vestiaires. Ce n'était pas seulement Lucien, c'était une culture, un système qui tolérait l'intolérable. Prenant une profonde inspiration, elle envoya un message anonyme à Claire, attachant la vidéo. « Regardez ceci. Vous n'êtes pas seul. » Elle appuya sur « Envoyer » et sentit un frisson la parcourir. Elle venait de franchir une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière. De l'autre côté de la ville, dans un petit café aux vitres embuées, Julien Moreau, un journaliste local connu pour ses enquêtes incisives, sirotait un espresso tout en parcourant ses notes. Julien, la trentaine, les cheveux en bataille et les lunettes légèrement de travers, avait un flair pour les histoires qui sentaient la vérité brute. Une source anonyme, un employé du commissariat, peut-être, lui avait glissé un mot sur une altercation impliquant la nouvelle commissaire. Une femme noire, poussée par un flic. Cherchez plus loin, disait le message. Julien n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Il avait déjà écrit sur les tensions au sein de la police, sur les vieilles habitudes qui persistaient malgré les discours de réforme. Cette histoire, si elle était vraie, pouvait être le déclencheur d'un débat plus large. Il griffonna quelques mots dans son carnet, commissaire Beaumont, racisme, abus de pouvoir, et décida de creuser. Il envoya un message à un contact au commissariat, demandant d'une rencontre discrète. Si Claire Beaumont était vraiment celle qu'on disait, une femme inflexible, déterminée à changer les choses, alors il voulait être celui qui raconterait son histoire. Au commissariat, Claire se préparait pour une réunion inhabituelle, une assemblée communautaire dans une salle municipale du quartier. C'était une initiative qu'elle avait lancée peu après son arrivée, une tentative de rapprocher la police des citoyens, de combler le fossé de méfiance qui s'était creusé au fil des années. Ce soir-là, la salle était pleine, les chaises en plastique alignées face à une estrade modeste. Des habitants de tous âges et origines étaient présents, leurs visages marqués par la curiosité, la colère ou l'espoir. Claire, vêtue d'un tailleur bleu marine, monta sur l'estrade, son regard balayant la foule. « Merci d'être venu. » Commença-t-elle, sa voix claire et posée. « Je suis ici pour écouter, pas seulement pour parler. » Les questions fusèrent rapidement, certaines polies, d'autres hostiles. Une femme âgée, Madame Lefebvre, par hasard la tante d'Antoine, se leva, sa voix tremblante mais ferme. « Ma petite fille a été arrêtée l'an dernier par un officier. Il l'a traitée comme une criminelle, sans raison. C'était ce Dubois, le même qui vous a attaqué. Combien de temps encore devrons-nous supporter cela ?» La salle retint son souffle. Claire ne flancha pas. « Trop longtemps ?» répondit-elle. « Mais je suis ici pour mettre fin à cela. Pas seulement pour moi, mais pour votre petite fille, pour vous tous. » Ces mots, simples mais lourds de vérité, firent naître un silence respectueux. Pour la première fois, certains dans la foule commencèrent à croire que le changement était possible. De retour au commissariat, la nouvelle de l'assemblée communautaire se répandit comme une traînée de poudre. Lucien, informé par un collègue, fulminait. « Elle joue la carte de la victime. » Cracha-t-il à Antoine, qui l'écoutait en silence, adossé à un mur. « Elle veut me faire passer pour le méchant devant toute la ville. » Antoine, là, secoua la tête. « Tu l'as poussée, Lucien. Tu l'as insultée. Qu'est-ce que tu attendais? Une médaille ?» Lucien s'arrêta, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Elle me cible, Antoine. Elle dit que c'est une question de discipline, mais c'est personnel. Elle veut prouver qu'elle est meilleure que nous. » Antoine ne répondit pas. Il savait que Lucien se mentait à lui-même, mais il savait aussi que d'autres partageaient à son point de vue. Dans les bureaux du syndicat, des réunions à huis clos avaient un lieu, des phrases comme « partialité » et « abus d'autorité » circulaient. Lucien, encouragé par quelques officiers de l'ancienne garde, rédigea une plainte formelle, accusant Claire de discrimination à son encontre. « Elle me vise à cause de qui je suis », écrivit-il, jouant sur les tensions raciales à l'envers. C'était un pari risqué, mais Lucien était prêt à tout pour sauver sa peau. Dans son bureau,
Claire reçut le message anonyme de Sophie. Elle ouvrit la vidéo, la regarda en silence, son visage impassible. Chaque image renforçait sa détermination. Elle savait que cette vidéo, combinée aux images de la caméra de surveillance, était une preuve irréfutable. Mais elle savait aussi que la vérité seule ne suffisait pas. Dans un commissariat où les loyautés étaient aussi solides que les murs, il fallait plus qu'une vidéo pour changer les mentalités. Elle convoqua Michel, son adjoint, et lui montra la vidéo. Das ist une chance, dit-elle. Mais c'est aussi un risque. Si nous utilisons cela, nous devons être prêts à affronter la tempête. Michel, un homme mince aux lunettes épaisses, hocha la tête. Ils vont se retourner contre vous, Claire. Le syndicat, les anciens, même certains jeunes. Ils diront que vous cherchez à diviser. Claire esquissa un sourire, amer mais résolu. Qu'ils parlent. Qu'ils divisent. Moi, je ne cherche pas l'unité pour l'unité. Je cherche la justice. Michel ne répondit pas, mais son regard trahissait une admiration croissante. Il savait que Claire ne reculait pas, même face à une tempête. Plus tard, dans un bar discret en périphérie de la ville, Julien Moreau rencontra son contact, un officier subalterne qui souhaitait rester anonyme. L'homme, nerveux, glissa une enveloppe sur la table. « Ce n'est pas seulement du bois », murmura-t-il. « Il y a d'autres incidents, d'autres plaintes étouffées. Si vous creusez, vous trouverez. » Julien ouvrit l'enveloppe, y trouva des copies de rapports internes, des plaintes de citoyens, des témoignages vignorés. Son pouls s'accéléra. Il savait qu'il tenait quelque chose de gros, quelque chose qui pouvait non seulement exposer Lucien, mais aussi révéler les failles d'un système tout entier. Il remercia son contact et rentra chez lui, déterminé à écrire un article qui ferait trembler les murs du commissariat. Dans la salle de repos, Lucien continuait de rallier ses soutiens. Marc, malgré ses doutes, lui promit de parler au syndicat. Mais Antoine, de plus en plus mal à l'aise, commençait à s'éloigner. Il repensait à la réunion communautaire, à la voix de sa tante, à la douleur dans ses mots. Il repensait à Claire, à sa dignité face à l'insulte. Pour la première fois, il se demanda s'il avait choisi le bon camp. Sophie, quant à elle, observait de loin, son secret pesant lourd dans sa poche. Elle savait que la vidéo qu'elle avait envoyée pouvait tout changer, mais elle savait aussi que le prix à payer serait élevé. Et Claire, seule dans son bureau, regardait par la fenêtre, la ville scintillant sous les étoiles. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais elle était prête. Parce que pour elle, ce n'était pas seulement une question de discipline. C'était une question d'honneur, de justice, et d'un avenir qu'elle refusait de laisser aux mains de ceux qui préféraient le silence à la vérité. La salle d'audience, nichée au cœur du commissariat central, vibrait d'une tension palpable, comme si chaque souffle, chaque regard, chaque froissement de papier portait le poids d'une vérité sur le point d'éclater. Les murs, d'un blanc austère orné de quelques portraits officiels, semblaient observer la scène avec une neutralité feinte. Au centre d'une longue table en acajou, Claire Beaumont se tenait droite, son tailleur noir impeccable et absorbant la lumière blafarde des néons. Ses yeux, calmes mais perçants, balayèrent la salle, notant chaque visage. Les membres du conseil disciplinaire, leurs expressions masquées par une prudence administrative. Lucien Dubois, assis de l'autre côté, flanqué de son représentant syndical, son visage figé dans un mélange de défi et d'appréhension, et, dans un coin, Sophie Martin, la jeune policière dont la vidéo anonyme reposait désormais entre les mains de Claire, une arme discrète mais dévastatrice. La salle était silencieuse, mais ce silence n'était pas paisible. C'était le calme avant une tempête, le moment où chaque mot prononcé pouvait redessiner les lignes d'un champ de bataille invisible. Claire prit une profonde inspiration, posa ses mains sur la table et commença. « Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix claire et mesurée, comme une lame taillée dans le cristal, ce qui nous réunit aujourd'hui n'est pas seulement une question de discipline. C'est une question de principe. De ce que nous voulons être en tant que police, en tant que gardiens de la justice. » Les mots résonnèrent, non pas par leur volume, mais par leur poids. Chaque syllabe semblait défier non seulement Lucien,
mais tout un système qui avait trop longtemps toléré l'intolérable. Le président du conseil, un homme grisonnant nommé Paul Deschamps, ajusta ses lunettes et hocha la tête, invitant Claire à continuer. Elle n'avait pas besoin d'encouragement. Elle activa un écran derrière elle, et la vidéo, celle de la caméra de surveillance, complétée par celle de Sophie, commença à défiler. Aucun commentaire n'était nécessaire. Les images parlaient d'elles-mêmes. Lucien, son visage crispé par l'arrogance, ordonnant à Claire de sortir de sa voiture, son geste brusque, la poussant contre la portière. Les mots « les gens comme toi » prononcés avec un mépris si brut qu'il semblait étacher l'écran. La salle retint son souffle. Lucien, immobile, fixait la table, ses poings serrés sous la surface. Son représentant syndical, un homme trapu nommé Gérard, tenta d'intervenir. Cette vidéo manque de contexte, commença-t-il, mais Claire le coupa d'un regard. Le contexte, dit-elle, est qu'un officier a agressé sa supérieure sans provocation, sans raison, sinon ses propres préjugés. Le contexte est qu'il a cru pouvoir agir sans conséquence. Elle fit défiler des documents, des rapports internes, des plaintes de citoyens ignorés, des témoignages d'autres officiers, qui, encouragés par l'incident, avaient enfin osé parler. L'un d'eux, un jeune policier nommé Étienne, décrivit une altercation où Lucien avait humilié un adolescent lors d'un contrôle d'identité, sans motif valable. Une autre, une femme officier, raconta comment Lucien avait fait des remarques désobligeantes sur son apparence, croyant qu'elle ne riposterait pas. Chaque témoignage était une pierre ajoutée à l'édifice de la vérité, un édifice que Claire construisait avec une précision implacable. Mais la salle n'était pas unanime. Certains membres du conseil, des vétérans au visage buriné par des décennies de service, échangeaient en des regards sceptiques. L'un d'eux, un homme nommé François, leva la main. Commissaire Beaumont, ne pensez-vous pas que cette affaire est amplifiée? Un officier a fait une erreur, certes, mais en faire un symbole de dysfonctionnement systémique semble exagéré. Claire ne flancha pas. Elle se leva, croisant les bras, son regard balayant la salle comme un phare dans la tempête. Une erreur? Répéta-t-elle. Une erreur est un oubli, une faute d'inattention. Ce que nous avons vu n'est pas une erreur. C'est un choix. Un choix de mépris, un choix de violence, un choix de croire que certaines personnes valent moins que d'autres. Et si nous laissons ce choix sans réponse, nous faisons un autre choix. Celui de protéger l'ego au détriment de la justice, celui de préserver la tradition au détriment de la transformation. Un silence suivit, si profond qu'on aurait pu entendre le battement d'un cœur. Même François, habitué au débat musclé, baissa les yeux. Lucien, quant à lui, semblait rétrécir sur sa chaise, son masque de défi craquelé par la réalité de ce qu'il affrontait. Dehors, la ville bruissait d'une énergie nouvelle. L'article de Julien Moreau, publié le matin même dans le courrier local, avait fait l'effet d'une bombe. Sous le titre « Une commissaire face à l'injustice, le combat pour un nouveau commissariat », Julien exposait non seulement l'incident du parking, mais aussi une série de plaintes étouffées, de témoignages ignorés, de pratiques tolérées par un système qui préférait la loyauté à la vérité. Il citait des sources anonymes, des citoyens, des officiers, et même des extraits de rapports internes que son contact lui avait fournis. L'article ne nommait pas Lucien directement, mais personne dans la ville n'avait de doute sur l'identité du Soledemos du policier en question. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les hashtags comme Trash la justice et pour Beaumont et seule réforme police envahissant les discussions. Dans un café du centre-ville, des étudiants débattèrent de l'article et autour de leur cappuccino, tandis qu'un groupe de retraités, attablés à la terrasse, hochait la tête avec approbation. Il était temps que quelqu'un secoue tout ça, murmura l'un d'eux, un ancien employé municipal. Julien, de son côté, recevait des messages de soutien, mais aussi des menaces anonymes. Il savait qu'il marchait sur un terrain miné, mais il n'avait pas l'intention de reculer. Au commissariat, Sophie Martin sentait le poids de son choix grandir à chaque instant. Après avoir envoyé la vidéo à Claire, elle avait craint des représailles, mais ce qu'elle ressentait maintenant était différent. Une forme de liberté, comme si elle s'était débarrassée d'une chaîne invisible.
Ce jour-là, lors d'une pause dans la salle de repos, elle croisa Antoine Lefèvre. Il la regarda, hésitant, comme s'il devinait son implication. « Tu as entendu parler de la vidéo ?» demanda-t-il, son ton prudent. Sophie hocha la tête, son visage impassible. « Tout le monde en parle, » répondit-elle. Antoine soupira, passa une main dans ses cheveux grisonnants. Lucien a merdé, Sophie. Mais il y a des gens ici qui pensent que Claire va trop loin. Sophie le fixa, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. Ossio ? Trop loin ? Ou juste assez loin pour que les choses changent enfin ? Antoine ne répondit pas, mais son silence parlait pour lui. Il savait que Sophie avait raison, et cette vérité le mettait mal à l'aise. Plus tard, dans les vestiaires, Sophie croisa Étienne, le jeune officier qui avait témoigné contre Lucien. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. Étienne sourit légèrement. « Pour avoir fait ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas osé. » Sophie ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des jours, elle se sentit moins seule. Dans la salle d'audience, la tension monta d'un cran lorsque Lucien prit la parole. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance alors qu'il déroulait sa défense. « Je ne savais pas quelle était la commissaire, » dit-il, ses mots soigneusement choisis. « J'ai agi dans le feu de l'action, pensant protéger le commissariat d'une intrusion. Je ne suis pas raciste. Je suis un policier qui fait son travail. » Mais ses paroles sonnaient creuses, et les regards dans la salle, même ceux de ses soutiens, étaient empreints de doute. Claire, immobile, l'écoutait sans ciller. Lorsqu'il eut fini, elle se leva à nouveau. « Officier Dubois, » dit-elle, « votre défense repose sur l'idée que votre ignorance excuse vos actes. Mais l'ignorance n'excuse pas le mépris. L'ignorance n'excuse pas la violence. Et l'ignorance n'excuse pas le fait que vous avez cru pouvoir traiter une femme, une personne de couleur, comme une menace sans même chercher à comprendre. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'installer. Ce commissariat n'a pas besoin d'officiers qui agissent sans réfléchir. Il a besoin d'officiers qui agissent avec respect, avec responsabilité, avec humanité. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quel verdict. Alors que la réunion touchait à sa fin, un événement inattendu bouleversa la dynamique. Pierre Dubois, le père de Lucien, un officier à la retraite respecté dans la ville, demanda à prendre la parole. Âgé de près de 70 ans, Pierre était une figure presque légendaire, un homme dont les histoires de bravoure circulaient encore dans les couloirs. Il se leva, son visage marqué par les années, et s'adressa directement à Claire. « Commissaire Beaumont. » commença-t-il, sa voix rauque mais ferme, « J'ai servi dans ce commissariat pendant 35 ans. J'ai vu des choses changer, et j'ai vu des choses rester les mêmes. Mon fils... » Il marqua une pause, son regard tombant brièvement sur Lucien. « Mon fils a fait une erreur. Une grave erreur. Et je ne suis pas ici pour le défendre. Je suis ici pour vous dire que vous avez raison. Ce commissariat a besoin de changer, et vous êtes la personne qu'il faut pour le faire. » Un murmure parcourut la salle. Lucien baissa la tête, incapable de croiser le regard de son père. Claire, pour la première fois, sentit une fissure dans le mur d'opposition qui l'entourait. Elle inclina la tête en signe de respect. « Merci, monsieur Dubois, » dit-elle simplement. Pierre hocha la tête et se rassit, le silence retombant comme une couverture. Dans les jours qui suivirent, le verdict tomba, Lucien fut suspendu, en attendant une enquête plus approfondie. Mais pour Claire, ce n'était que le début. Elle lança une série de réformes. Des formations obligatoires sur les biais inconscients, la création d'un conseil de surveillance indépendant, et des réunions mensuelles avec la communauté. Ces initiatives rencontrèrent une résistance, bien sûr. Certains officiers murmuraient que Claire allait trop loin, que ces réformes étaient politiquement motivées. Mais d'autres, comme Sophie et Étienne,
commencèrent à voir les choses différemment. Dans les vestiaires, les conversations changèrent. Les blagues douteuses se faisaient plus rares, les caméras corporelles étaient vérifiées avec plus de soin. Et dans la ville, l'impact se faisait sentir. Les réunions communautaires, autrefois marquées par la méfiance, attiraient désormais des foules plus nombreuses, plus ouvertes. Un soir, lors d'une de ces réunions, une adolescente s'approcha de Claire. « Vous êtes dans le journal ?» dit-elle timidement, brandissant un exemplaire de l'article de Julien. « Vous pensez qu'une seule personne peut vraiment changer les choses ?» Claire sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Une personne peut commencer, » répondit-elle. « Mais c'est ensemble qu'on finit le travail. » Un matin, alors que Claire traversait le hall du commissariat, elle s'arrêta devant un panneau d'affichage. Une nouvelle affiche y était épinglée, portant une phrase en lettres grasses. « Le respect est obligatoire. La responsabilité est non négociable. » Ce n'était pas elle qui l'avait écrite, mais un jeune officier, inspiré par son discours. Claire lut les mots, encore et encore, sentant une chaleur discrète monter en elle. Ce n'était pas une victoire, pas encore. Mais c'était un signe. Plus tard, dans son bureau, elle trouva une note glissée sous sa porte. Écrite à la main, elle disait simplement « Vous avez raison de ne pas reculer. Merci. » La signature était illisible, mais Claire n'avait pas besoin de savoir qui l'avait écrite. Elle plia la note et la rangea dans un tiroir, près de son insigne. Dehors, la ville s'éveillait sous un ciel d'azur. Les rues, les places, les écoles, tout semblait différent, comme si un souffle nouveau parcourait les lieux. Dans une salle de classe, un professeur de philosophie cita le nom de Claire Beaumont, non comme une héroïne, mais comme un exemple de ce que signifie tenir bon face à l'injustice. Une élève leva la main. « Peut-on vraiment changer un système aussi vieux ?» demanda-t-elle. Le professeur sourit. « Elle l'a déjà fait. Pas avec des cris, mais avec des actes. » Ce soir-là, Claire resta tard au commissariat. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Elle savait que la route serait longue, que les résistances persisteraient, que les murmures ne s'éteindraient pas complètement. Mais elle savait aussi que quelque chose avait changé. Pas seulement dans le commissariat, mais dans la ville, dans les cœurs de ceux qui avaient entendu son histoire. La justice, qu'elle avait toujours vue comme un idéal lointain, commençait à prendre forme, non pas dans des déclarations grandioses, mais dans les petites victoires, les silences brisés, les regards qui changeaient. Claire Beaumont n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Et tandis qu'elle éteignait la lumière de son bureau, elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, que le combat, aussi épuisant soit-il, en valait la peine. Car parfois, le changement ne rugit pas. Parfois, il murmure. Et ce murmure, porté par une femme qui refusait de plier, avait déjà commencé à transformer le monde. L'histoire de Claire Beaumont, une femme forte et déterminée, résonne comme un écho puissant dans un monde où l'injustice et les préjugés persistent, même dans les lieux censés incarner la justice. Ce récit, ancré dans une réalité fictionnelle mais criante de vérité, nous plonge au cœur d'une lutte contre un système figé, où l'arrogance et que les vieilles habitudes entravent le progrès. Ce qui m'a profondément marqué, c'est la dignité de Claire face à l'humiliation. Elle ne répond pas par la colère ou la vengeance, mais par une fermeté calme, une volonté de transformer plutôt que de détruire. Cette attitude reflète une valeur chère à la culture française, l'honneur, non pas celui qui cherche la gloire, mais celui qui s'exprime dans la défense de la justice et de la vérité, même au prix de sacrifices personnels. Claire incarne l'idée que le courage n'est pas toujours bruyant, parfois, il s'exprime dans un silence résolu, dans un regard qui refuse de plier. L'histoire nous enseigne une leçon essentielle, le changement commence par un individu qui ose dire non à l'inacceptable. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons appliquer cette leçon en refusant de fermer les yeux sur les petites injustices, un commentaire déplacé, une attitude discriminatoire, une inaction face à l'erreur. Comme Claire, nous devons apprendre à parler, non pas pour accuser, mais pour éclairer, pour construire un dialogue qui mène à la compréhension mutuelle. La culture française valorise le débat, la réflexion et l'engagement citoyen,
nous pouvons incarner cela en participant activement à nos communautés, en soutenant ceux qui luttent pour l'équité, et en cultivant une responsabilité collective. Cette histoire nous rappelle aussi que le changement est lent, parfois ingrat, mais qu'il prend racine dans les actes simples, dans les moments où l'on choisit l'intégrité plutôt que la facilité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors partagez-la. Cliquez sur j'aime, partagez ce récit avec vos amis, votre famille, vos collègues. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui questionnent, qui éveillent, qui transforment. Et surtout, laissez un commentaire, quelle leçon retenez-vous? Quelle action allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour faire une différence dans votre entourage? Ensemble, faisons entendre ces murmures de changement, car chaque voix compte pour bâtir un monde plus juste.